C'est véritablement pour moi un très grand honneur, un privilège que de souhaiter la bienvenue à Son Altesse Royale, lui souhaiter la bienvenue de nouveau à cette réunion annuelle. Je suis particulièrement heureux parce que ça fait environ 30 ans que vous avez participé pour la dernière fois. J'ai mentionné le fait que nous atteignons peu à peu un point de non-retour, comme on l'a déjà dit ici, dans des domaines qui sont très proches de Son Altesse Royale, qui lui tiennent énormément à cœur. Altesse Royale, vos années d'engagement avec passion à un niveau extrêmement élevé a été suivi par beaucoup de personnes présentes ici qui luttent également pour un monde plus stable et qui soit plus marqué par la cohésion. La responsabilité sociale, la responsabilité vis-à-vis de l'environnement fait que nous souhaitons accélérer la transition à des marchés durables. C'est un honneur pour nous que de travailler avec vous sur une telle initiative phare. Aujourd'hui, nous attendons avec impatience le discours de Son Altesse Royale et qui est engagé, comme nous le savons, pour un monde plus juste et plus durable. Je vous invite à accueillir le Prince de Galles, Son Altesse Royale. Merci. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement sensible à l'invitation du professeur Klaus Schwab à être ici à l'occasion du 50e anniversaire du Forum économique mondial, dont la mission est d'améliorer le sort du monde. C'est bien cette mission-là, ainsi que l'urgence qu'il y a à façonner les 50 années qui s'annoncent, qui m'ont encouragé à être parmi vous ici aujourd'hui, après une absence de 30 ans. Malheureusement, je dois vous le dire. Mesdames et messieurs, nous sommes en pleine crise. Et j'ose espérer que cela est bien compris maintenant, aujourd'hui. Le réchauffement de la planète, le changement climatique, les pertes catastrophiques de biodiversité sont les menaces les plus grandes auxquelles était confrontée l'humanité. Et nous en sommes largement responsables. J'ai consacré une grande partie de ma vie à la restauration de l'harmonie entre l'humanité, la nature et l'environnement, et à l'encouragement du développement de la responsabilité des entreprises sociales et vis-à-vis de l'environnement. Très franchement, ça a été un parcours très rude. Mais aujourd'hui, il est grand temps de passer à l'action. Pour nous assurer un avenir prospère, nous devons faire évoluer notre modèle économique. Ayant été engagé sur ces problèmes depuis 1968, lorsque j'ai prononcé mon premier discours sur l'environnement, et après avoir discuté avec d'innombrables experts dans le monde pendant des décennies, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas un manque de capital qui nous retient, qui nous empêche d'avancer, mais plutôt la façon dont nous l'utilisons. Donc pour avancer, nous avons besoin d'un changement de paradigme, rien de moins. Un changement qui inspire l'action à un niveau et à un rythme révolutionnaire. C'est avec cela à l'esprit que je suis très heureux de lancer une initiative des marchés durables avec le soutien généreux du Forum économique mondial. Pour moi, les marchés durables nous offrent un cadre au niveau des systèmes entièrement nouveau qui inscrit les marchés dans une mission plus élevée, c'est-à-dire que l'humanité, la planète se retrouvent au cœur de la création de la valeur dans ce monde. Les marchés durables génèrent une valeur à long terme par le biais de l'équilibre entre le capital naturel, social, humain et financier.
Le changement au niveau des systèmes au sein de marchés durables est conduit par la demande des consommateurs et des investisseurs, par l'accès à des alternatives durables et un partenariat renforcé entre le public, le secteur privé et le secteur philanthropique. Les marchés durables peuvent également être l'inspiration de nouvelles technologies, de l'innovation et de l'échelle dont nous avons si besoin aujourd'hui. La décennie qui s'achève nous a montré que les choses sont possibles très rapidement. La transformation dans nos industries s'est faite à une vitesse grand V. Et ça, c'est possible lorsqu'on réimagine, repense notre modèle des affaires. Nous avons besoin simplement de porter notre regard sur la technologie automobile, les véhicules électriques, l'industrie spatiale, le e-commerce, pour être inspirés. Si l'on recherche de nouvelles possibilités d'emploi, des secteurs entiers, des marchés inscrits dans la durabilité, eh bien, ils sont à notre portée, avec tout le potentiel de croissance économique qu'ils comportent. Le changement de notre trajectoire actuelle demandera une action courageuse, avec beaucoup d'imagination et résolution, avec des leaders qui savent prendre des décisions. Nous connaissons tous le problème et nous devons nous mettre d'accord sur l'orientation. 2020, c'est l'année des solutions et de l'action pratique. Avec nos objectifs de développement durable et les engagements de Paris à l'esprit, la bonne nouvelle, c'est que ils sont à notre portée. Si, mesdames et messieurs, nous nous unissons de façon coordonnée dans une initiative mondiale pour faire face à cette menace mondiale sans précédent, je voudrais souligner pour cela 10 actions pratiques qui seraient moteurs de cette démarche pour des marchés durables. Numéro 1, changer notre réglage par défaut à un réglage sur durable. Pour les marchés durables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, dans un rôle de leader, devra véritablement penser à une durabilité authentique, placée au centre de modèles commerciaux, au centre de nos analyses, décisions et actions. En d'autres termes, plus simplement, nous devons placer la nature et la protection du capital naturel dont nous avons un grand rendement au cœur de la façon dont nous fonctionnons. Cela veut dire également définir plus avant et développer une discipline et un cadre pour ces marchés durables et pour ces industries durables. Numéro 2. Définir des cheminements de transition responsables pour réduire les émissions de carbone et les amener à niveau zéro. Il est grand temps pour les industries, les entreprises, les pays de concevoir, de mettre en œuvre la façon dont ils vont arriver à la neutralité carbone et à la transition vers le zéro net. Nous devons passer de feuilles de route claires à des feuilles de route encore plus claires, plus efficaces, des échelles d'économie qui nous permettront véritablement d'avancer, de faire des bonds en avant et d'accélérer notre transition. Une petite concurrence dans ce domaine, d'ailleurs, pourrait apporter beaucoup. Numéro 3, réimaginer les industries par une vision axée sur ces marchés durables. En utilisant un cadre pour ces marchés durables, nous avons là une occasion sans précédent, incroyable, de créer des industries durables entièrement nouvelles, des produits, des services, des chaînes d'approvisionnement fondées sur une bioéconomie circulaire, en aidant en même temps à passer la transition et nous départir de nos systèmes existants. Pour ce faire, nous devons observer nos marchés en utilisant une démarche de modèle des affaires pour générer des revenus et faire fonctionner nos systèmes. Numéro 4, identifier les facteurs changeant la donne et les barrières à la transition. Nous avons besoin d'identifier, de démontrer et d'investir dans ces technologies qui changent toute la donne, dans ces nouvelles solutions qui émergent un peu partout dans le monde. Pour accélérer les choses, nous devons également identifier les barrières au progrès, que ce soit au niveau de politique, de réglementation, d'infrastructures, d'investissement ou de l'environnement, de tout ce que nous pouvons faire.
Très souvent, j'ai le sentiment qu'il s'agit simplement de réunir les bonnes personnes au bon moment pour déblayer le terrain ensemble. Ce rôle d'unification, j'espère, est véritablement une contribution pratique que l'on peut faire pour les marchés durables. Parce que ce n'est qu'en recherchant ces facteurs changeant la donne, en connaissant ces barrières, que nous pourrons véritablement concrètement avancer. Numéro 5, renverser, changer les subventions perverses et améliorer les encouragements pour des alternatives durables. Pour arriver à notre échelle souhaitée dans les marchés durables, il ne faut pas avoir peur d'adapter nos structures d'encouragement qui existent depuis longtemps si nous souhaitons récolter les fruits qu'un monde durable nous offrira. Réorienter les subventions économiques, les encouragements financiers et les réglementations nous permettra véritablement d'avoir un effet de transformation considérable sur nos systèmes de marché. Il est grand temps de passer à un niveau supérieur et de penser à la façon dont nous devons déployer les mesures d'imposition, les politiques, les réglementations, de façon à pouvoir catalyser les marchés durables. Par exemple, pendant de nombreuses années, j'ai essayé d'encourager l'adoption de ce principe, c'est le pollueur qui paye, pour créer des encouragements à ce niveau-là. La politique au niveau public a donc un rôle fondamental à jouer à ce niveau-là. Numéro 6, investir dans les STEM, sciences, technologies, engineering, mathematics, et dans la recherche et le développement, que ce soit l'intelligence artificielle, lorsqu'elle ne cherche pas à remplacer l'intuition humaine et les caractéristiques de l'être humain, la fusion nucléaire avec les conséquences que cela peut avoir, également l'impression en 3 dimensions, le stockage de l'énergie, les transports électriques, le piégeage du CO2, les énergies renouvelables ou la biotechnologie, tout cela fait que nous sommes véritablement à l'aube de véritables percées qui nous font voir déjà ce qui peut être rentable et possible dans le cadre d'un avenir durable. Pour passer à un niveau supérieur, nous devons bien reconnaître que la durabilité et la rentabilité ne sont plus des concepts qui s'excluent mutuellement. Des solutions efficaces doivent nous assurer que les technologies durables et les alternatives durables soient évaluées à un niveau compétitif. Numéro 7, investir dans la nature comme étant le véritable moteur de notre économie. Au-delà des grandes innovations, des grandes technologies, nous devons également rechercher à savoir investir dans des solutions fondées sur la nature, dans des secteurs tels que l'agriculture, la sylviculture, la pisciculture. Évidemment, ce sont des ressources de la terre qu'elle nous offre, cette terre. C'est la contribution de la nature à l'économie mondiale qui est évaluée à un niveau de plus de 125 billions de dollars par an. C'est bien au-delà du PNB annuel du monde entier qui, lui, est évalué à 85,91 billions pour l'année 2018. Construire des solutions pour la nature, pour la conservation, dans notre base d'actifs et dans nos chaînes d'approvisionnement peuvent véritablement nous offrir des occasions de croissance économique extraordinaires, pour les pays, pour les entreprises, de la même façon, dont dans des domaines tels que la bioéconomie circulaire, l'écotourisme et les infrastructures vertes. Si, mesdames et messieurs, nous savons apprécier notre capital naturel correctement, comme j'ai essayé de le dire d'ailleurs depuis de nombreuses années, notre bilan national et individuel également se présentera de façon beaucoup plus positive. Numéro 8, adopter des éléments de mesure, des normes, des niveaux commun. De plus en plus d'entreprises adoptent le principe environnement, social, gouvernance.
ces méthodologies nouvelles en soulignant les ODD. Mais il est temps de passer à des méthodes de mesure et à des normes mondiales communes. L'être humain souhaite avoir confiance dans les biens, dans les services qui le touchent, au niveau social, au niveau de l'environnement. Il veut des produits, cet être humain, qui soient éthiques, qui soient moraux. Et par le biais de nouvelles technologies, nous pouvons véritablement aujourd'hui étiqueter, retracer, retrouver tout au long de la chaîne d'approvisionnement ces produits pour être sûr qu'ils sont véritablement ce que nous souhaitons. Cette transparence de la chaîne d'approvisionnement est importante. Neuvièmement, les options doivent être réalistes pour les consommateurs. Avec les consommateurs qui maîtrisent environ 60%, c'est ce qu'on évalue, 60% du PNB mondial, la population mondiale a véritablement la possibilité d'accompagner cette transformation vers des marchés durables. Toutefois, nous ne pouvons pas attendre des consommateurs qu'ils fassent des choix durables si ces choix ne leur sont pas présentés de façon claire. Étant donné que les consommateurs demandent de plus en plus de produits durables, ils méritent qu'on leur révèle beaucoup plus de cycles de vie des produits, de chaînes d'approvisionnement et de méthodes de production. Pour qu'une transition puisse véritablement se faire, que ce soit au niveau de la conscience sociale ou environnementale, on ne peut le faire que par ce biais-là. Si tous les véritables coûts sont pris en compte, que ce soit au niveau social, au niveau de la responsabilité vis-à-vis de l'environnement, je crois que ces solutions sont les moins chères. Parce que c'est là qu'il y a l'empreinte la plus petite. Nous devons communiquer mieux avec les consommateurs sur la durabilité des biens et des services ainsi que des investissements qu'on leur offre. Numéro 10. Relier les investissements aux objets de l'investissement en utilisant des plateformes qui permettent d'arriver à des solutions à échelle très rapidement. Face à tous les problèmes pressants auxquels on est confronté, il y a des solutions qui sont disponibles, mais qui sont de plus en plus coût-efficaces. En même temps, il y a des billions de dollars et de FIS, de fonds d'investissement souverains, de fonds de pension et de portefeuilles d'actifs qui recherchent des objets pour des investissements durables, avec une valeur sur le long terme et des taux de rendement appréciables. Il est temps d'aligner ces solutions durables qui existent avec un financement qui nous permettra de transformer le marché. Ceci requiert à ce que l'on présente de façon claire les investissements et les potentiels d'investissement que l'on a, mais ceci requiert un refaçonnement total de l'analyse financière des structures et des modèles de rendement que nous avons. Si nous acceptons tous qu'un avenir durable et rentable est le but de l'opération, les questions que nous devons poser sont les suivantes. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau? Avec quelle vitesse et qui sont les leaders qui nous permettront de le faire? Je dois dire à cet égard qu'en fait, nous sommes peut-être beaucoup plus avancés qu'on ne le croit. Il est essentiel que nous tirions parti du travail qui a déjà commencé et qui est bien avancé en la matière. Et en cela, je voudrais démontrer que pratiquement dans tous les secteurs, on voit des progrès technologiques dans ces industries qui nous permettent de capitaliser sur cela, sur ces résultats. Pour commencer, dans les 35-40 dernières années, je me suis rendu compte qu'on ne peut convaincre les marchés des capitaux financiers du besoin d'investir dans des méthodes et des produits qui apportent quelque chose à la planète et aux personnes que si on le fait en étant convaincant. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, on peut le faire. Les gestionnaires de risque et d'investissement souvent me disent que la demande pour ces investissements dépasse en général très largement l'offre. Et en même temps, le rendement sur les investissements durables sont de plus en plus efficaces que les portefeuilles traditionnels. Dans le secteur financier, de nombreuses banques centrales et d'institutions financières se sont engagées à intégrer le risque climatique dans les évaluations des risques, dans la supervision, dans la divulgation des banques. Avec ces progrès qui ont été faits, on entend de plus en plus d'appels des institutions financières et d'entreprises à rendre obligatoire ces divulgations.
Dans le domaine de l'aviation, il y a des possibilités à développer des moteurs d'avion sur base d'hydrogène viables commercial dans quelques années. De nombreuses industries sont prêtes à adopter le carburant aviation durable qui est fait sur la base de matériaux réduisant les émissions de carbone. On peut commencer aujourd'hui. Dans la navigation, les fabricants des moteurs de bateaux proposent que ça prendra 2 à 3 ans peut-être, si on le veut, pour construire des moteurs qui fonctionnent sur la base d'ammoniac vert et de méthanol. Les opérations pourraient commencer au milieu de la décennie et devenir la norme dans les années 2030. N'oublions pas le solaire et l'éolien. Ça n'a pas encore été certifié, mais si l'industrie et les régulateurs le veulent véritablement, ça peut fonctionner. On peut véritablement à un point d'inflexion positif. Dans l'énergie renouvelable, nous assistons à des percées dans le coût du solaire également, qui a le potentiel de révolutionner pratiquement tous les secteurs. Nous arrivons à une époque où les énergies renouvelables seront d'un ordre de grandeur qui coûtera bien moins cher que les carburants fossiles. Dans le piégeage et le stockage du carbone, il y a de plus en plus d'initiatives qui nous permettront de gagner du temps essentiel pendant notre transition vers les marchés durables et une économie net zéro. Dans la sylviculture, nous pouvons maintenant transformer le bois, le matériau le plus versatile de la planète, pour en faire une nouvelle génération de produits à base de cellulose et de bois offrant des alternatives au plastique, produits chimiques, textiles, dans le transport, la construction, etc. De plus en plus, nous voyons que la bioéconomie a un véritable potentiel pour lancer de nouvelles industries et alimenter des marchés durables. Et donc, en fin de compte, finalement, avec les encouragements économiques pour apprécier à leur valeur les services des écosystèmes vastes que nous offre la biodiversité et le potentiel du piégeage de carbone avec la restauration de forêts qui vont s'agrandir, nous avons là des possibilités énormes agricoles et sylvicoles. Si les biens durables, corrects, sont développés, les services également sont vérifiables, et si on peut se les permettre, le choix est évident. Il faut qu'on saisisse ces opportunités. Pour cela, il faut avoir un regard sur l'avenir en toute confiance qui nous permettront les investissements nécessaires. Il y a peut-être un enseignement critique qu'il faut apprendre à l'occasion de cette crise. C'est que la nature, mesdames et messieurs, ça n'est pas un genre de capital différent. La nature, en fait, c'est la sève même de nos marchés financiers. Et en tant que tel, nous devons extrêmement rapidement réaligner nos propres économies pour reproduire l'économie de la nature et travailler en harmonie avec cette nature. Après pratiquement 50 années d'accompagnement de cette cause, je ne peux que ressentir aujourd'hui le fait que, enfin, nous changeons de cap, de trajectoire. Pour moi, j'ai fait des marchés durables mon objectif, ma priorité pour 2020 et au-delà, évidemment. J'ai donné des instructions à mes équipes, à mes organisations, pour déployer leurs efforts dans ce sens. Et j'attends leur contribution. Avec de tels enjeux, je vous lance un appel, faites de même. Et une chose essentielle que je dirais, c'est que nous devons renforcer l'innovation, promouvoir l'innovation. Là, je vous rappelle l'initiative du prix Earthshot de mon fils, le duc de Cambridge, qui véritablement nous présente la démarche à suivre, avec de nouveaux horizons à la clé. En commençant ici à Davos, c'est pendant toute l'année qui s'annonce pour pouvoir identifier ces éléments qui vont changer la donne et les barrières à faire tomber lors de cette transition. J'organiserai toute une série de tables rondes, de réunions, de conférences autour de ces thèmes dont l'aviation, l'eau, le piégeage du carbone, son stockage, la navigation, la sylviculture, plastique, finance, technologie numérique, bioéconomie,
autonomie, solutions naturelles, énergie renouvelable, piles, stockage, véhicules électriques, pêcherie, soins intégrés, ciment, acier, étiquetage, etc., agriculture. En fin de parcours, je rendrai l'âme probablement. Et nous souhaitons donc créer des marchés et des industries durables, mesdames et messieurs. Eh bien, ces tables rondes réuniront des innovateurs de systèmes, des investisseurs, des décideurs qui devront commencer à façonner le chemin à parcourir pour nous tous. Je crois très profondément dans l'importance essentielle à ce tournant que nous sommes en train de prendre. Je crois dans cette alliance mondiale d'investisseurs qui peuvent utiliser des billions de dollars nécessaires pour réorienter nos économies sur le bon chemin. Ce serait l'acte le plus important de responsabilité que le secteur privé au niveau mondial n'aura jamais entrepris. Et ceci sera véritablement un catalyseur, un encouragement extraordinaire pour le public, pour le secteur public qui suivra. 2020 doit être la super année, le moment du démarrage de cette action pour l'être humain, pour la planète. Nous avons la possibilité véritablement de mettre au cœur de nos réunions, de nos préoccupations, ces marchés durables. Ce sera un défi pour atteindre tout le monde, mais je ferai de mon mieux pour m'assurer que le message passe, le message de l'urgence du changement systémique, de la coopération, de l'intégration. Ce message devrait être entendu. Après tout, mesdames et messieurs, est-ce que nous souhaitons que l'histoire nous juge comme ceux qui n'ont rien fait pour faire reculer le monde qui est au bord du précipice pour rétablir l'équilibre alors que nous aurions pu le faire? Moi, je ne veux pas être jugé comme cela par l'histoire. Pensez un instant, à quoi sert la richesse du monde si on continue comme cela, si on ne peut rien faire sauf regarder ce monde brûler et disparaître dans des conditions catastrophiques? C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, de votre ingéniosité, de vos compétences pratiques pour m'assurer que le secteur privé soit leader pour sortir de cette catastrophe vers laquelle nous nous sommes fourvoyés nous-mêmes. J'espère que cette année, vous m'accompagnerez pour accélérer cette transition vers la neutralité carbone. Mesdames et messieurs, vous avez tous un siège à cette table. Ça doit être l'année qui nous permettra de retrouver le bon chemin pour le monde. Tout ce que j'ai essayé de faire, tout ce que j'ai dit au cours des 50 dernières années, je l'ai fait avec mes enfants, mes petits-enfants à l'esprit, parce que je ne voulais pas être accusé par eux de ne rien faire, sauf d'attendre et d'être dans le déni. Maintenant, bien entendu, c'est ce qu'ils font, les jeunes. Ils nous accusent justement de cela aujourd'hui. Donc, mettez-vous dans leur souliers, dans leur position, mesdames et messieurs. On ne peut plus perdre de temps. La seule limite que nous avons, c'est notre volonté d'agir. Il est temps d'agir. C'est aujourd'hui. Merci.